parler de l'impact économique et social des changements climatiques. Donc, bien qu'on n'ait pas préparé avec les présentateurs et présentatrices précédents. Je t'interromps 2 secondes, parce que excuse-moi, juste au tout début, j'avais une demande, je crois, pour Internet. J'ai oublié de vous dire dans la salle, ceux qui veulent se connecter au réseau Internet, c'est le réseau CN2R, et le code qu'il faut mettre, c'est CN2R 103, point d'exclamation, C majuscule, N minuscule, le chiffre 2, R minuscule, 103 et point d'exclamation. Est-ce qu'il faut que je vous répète? Alors, le réseau, c'est CN2R, et le mot de passe, CN2R 103, point d'exclamation, avec en minuscule le N et le R. C majuscule, N minuscule, le chiffre 2, R minuscule, 103, point d'exclamation. C'est pas moi qui ai choisi le mot de passe. Hein. Alors c'est bon? Okay, excuse-moi, je t'ai interrompu. Il faudra me décompter ce temps. Hein. Ça y est, je repars, c'est bon. T'es décompté. Je suis économiste quand même. Donc, je disais que ce que j'allais présenter était en parfaite adéquation avec ce qui a été présenté précédemment. Donc, je vais commencer par parler des impacts des changements climatiques vus de la perspective de l'économiste. Quelques éléments d'évaluation économique. Comment les émotions sont peu à peu entrées depuis une trentaine d'années, maintenant une quarantaine d'années, dans la décision, en particulier dans la décision en situation d'incertitude. Présenter les résultats d'une enquête sur les comportements face au risque inondation. Donc, c'est doublement sous l'actualité qu'on a vu en début de session et puis de ce qui a été présenté précédemment, et quelques mots en guise de conclusion. Donc les impacts des changements climatiques. Ah bon, j'avais envoyé une... C'est pas un PowerPoint. Bon, j'avais toute une animation, donc vous voyez tout d'un coup. Donc je vais devoir vous décrire les choses petit à petit. Donc si on part de la... Ah, tu peux en appuyant, si je crois que quand tu appuies, tu les as de petit à petit. Réappuie une fois. Ah, quand j'ai testé, effectivement, tu les avais une à une. Ouais, alors je ne sais pas si le fichier qui a été mis... Alors bon, désolé, parce qu'effectivement, je l'ai vu en le préparant. C'est pas grave. Donc vous m'entendez là toujours? Oui. Alors, si, mets ton micro près du... Si je le mets là, ça va mieux, oui, ok. Donc la pollution de l'air, comme on l'a dit, il y a une partie changement climatique, pollution globale, et une partie effets locaux, donc Joël l'a évoqué, la source étant essentiellement la combustion d'énergie fossile, donc il y a des effets et des interactions entre les deux. Ici, on va s'intéresser uniquement au changement climatique. Il y a une partie en bleu, qui concerne les océans, acidification des océans, réduction des ressources marines, perte de rendement, notamment les ressources halieutiques. Il y a une partie en orange qui concerne le terrestre, avec une montée du niveau de la mer, des précipitations et températures extrêmes qui vont conduire à des inondations, des feux de forêt, des sécheresses et des vagues de chaleur. Donc ceci va entraîner une dégradation du bâti, des infrastructures, donc on l'a vu avec Vaison-la-Romaine par exemple, les images qu'on a vues. Ceci va entraîner également une perte de biodiversité, des atteintes aux écosystèmes, des augmentations des nuisibles qui vont eux-mêmes avoir des effets sur les rendements des produits agricoles et sur les ressources forestières. Donc en violet, là, on aborde les éléments que l'économiste est en mesure de valoriser, ces ressources forestières. Et il y a également des effets sur le tourisme ici. Donc il faut savoir qu'en PACA, le tourisme représente 13% du PIB, 20 milliards d'euros par an, que ce soit le tourisme côtier ou le tourisme sur la zone côtière ou le tourisme de montagne. Donc là, on voit clairement que les deux vont être affectés par le changement climatique. Et donc il va y avoir en bas tous les effets sanitaires. Donc on commence par les impacts sanitaires directs en termes de santé physique et santé mentale liés à ces événements-ci, feux de forêt, inondations, sécheresse, mais également liés pour la santé mentale à l'éco-anxiété associée au fait que l'on sait qu'on vit une période de changement climatique et d'aggravation des phénomènes climatiques. Il y a également des impacts sanitaires de type indirect qui concernent la malnutrition et les maladies infectieuses, ça aussi on l'a vu. Et enfin, alors on dit réfugiés climatiques, bon, il semblerait qu'on puisse préférer le terme de déplacés environnementaux, parce que ça peut se faire à l'intérieur d'un pays et ça peut se faire entre les pays. Donc là, on l'a évoqué précédemment, les zones les plus sujettes aux risques d'inondation vont devoir être évacuées, notamment Sainte-Marie-de-la-Mer qui a été évoquée. Et là, il y a des impacts sanitaires associés en termes de déplacement de la population et d'importation des maladies. Et enfin, des conflits d'usage sur les ressources se raréfiant, ou les zones habitables, ou les zones dans lesquelles la disponibilité des ressources alimentaires évoluant, les personnes doivent être amenées à se déplacer. Donc là, on va s'intéresser essentiellement dans la dernière partie à la santé mentale, aux aspects émotionnels et aux aspects santé mentale associés au risque d'inondation.
Donc maintenant, si je pars de l'évaluation économique en elle-même et de la façon dont l'économiste peut valoriser ces différents blocs violets, donc nous, ce qu'on aime bien, c'est fonctionner à partir d'un marché. Donc soit le marché existe, et c'est le cas pour les biens marchands, les biens et services marchands. Donc là, on observe un prix, c'est facile, et donc ce prix va être une mesure de l'intensité des préférences des individus pour le bien qui est échangé. Donc là, on ne va capturer que la dimension marchande. Par contre, il y a un certain nombre d'impacts qui relèvent du non marchand, de la sphère non marchande. Donc là, par définition, enfin par étymologie, il n'y a pas de marché. Et donc là, on parle de valeur. C'est le cas de la valeur du temps, valeur du bruit, valeur de la vie humaine, valeur de la douleur et des aspects psychologiques, par exemple. Et donc là, les préférences des individus sont un peu plus difficiles à obtenir puisqu'il va falloir inférer la valeur attribuée à ces biens et services non marchands par deux grandes catégories de méthodes. La première, c'est qu'on va exploiter des marchés existants sur lesquels des arbitrages sont faits entre une variation monétaire et une variation du niveau de bien-être, donc de niveau d'utilité associé à un État. Donc, par exemple, pour le marché du logement, et pour reprendre le cas des inondations, vous avez des logements qui sont situés dans une zone inondable, des logements exactement similaires qui sont situés en dehors d'une zone inondable. Donc, le marché, en principe, va faire en sorte que le prix des premiers biens va être inférieur au prix du second bien. Et c'est ce différentiel de prix qui va nous permettre de mesurer à la fois les aspects marchands du fait que sa maison puisse être détruite, que ses biens puissent être perdus, mais aussi les aspects psychologiques associés au fait de vivre dans une zone potentiellement inondable ou d'être sujet à l'inondation. Et donc cette variation de prix de logement va nous permettre d'inférer une valorisation des aspects psychologiques associés au fait de vivre dans une zone inondable. Donc là, les préférences se trouvent révélées de façon indirecte par des consentements à payer. Donc là, ça permet de capturer à la fois la partie marchande et non marchande du bien que l'on cherche à valoriser. Et la dernière méthode consiste à créer un marché fictif, donc c'est des enquêtes d'évaluation contingente ou de choix discrets, sur lequel on va proposer un scénario aux individus et on va leur demander de se positionner en tant que consommateurs sur ce marché et de dire ce qu'ils feraient d'un point de vue hypothétique s'ils étaient confrontés à une situation donnée. Pour caricaturer, combien êtes-vous prêt à payer par an pour que votre habitation ne soit pas dans une zone inondable? Et donc là, on va, sur ces marchés hypothétiques, révéler les préférences qui sont des préférences déclarées. Donc c'est du domaine de l'hypothétique, même si on a quand même un certain nombre de garanties que c'est relativement proche de ce qui sera obtenu sur un vrai marché. Et le consentement à payer est une mesure de l'intensité des préférences des individus et permet d'obtenir les aspects marchands et non marchands. Donc si l'on part des impacts que l'on a vus précédemment, les blocs violets, et qu'on les classifie en deux composantes, une composante effet sanitaire à droite, une composante effet indirect sur les variables d'environnement. Donc ce que l'on va chercher à mesurer, c'est la façon dont les individus sont affectés, la façon dont leur niveau de bien-être, leur niveau d'utilité va être affecté par les différents types de risques associés au risque climatique. Donc là, je reprends le slide précédent, je vais conserver uniquement les aspects violets. Et je vais les catégoriser. Hop, ça se fait d'un coup. Bon. Donc là, ici, la façon dont notre niveau de bien-être est affecté indirectement par les variables d'environnement. Ici, nous avons la sphère non marchande, perte de biodiversité, atteinte aux écosystèmes, augmentation des nuisibles. Donc, on peut trouver des moyens, avec les deux méthodes que j'ai présentées, de les valoriser. On a des effets marchands, dégradation du bâti. Il y a un marché de l'assurance, un marché de la reconstruction. Perte de rendement, il y a des marchés agricoles, de ressources forestières, c'est pareil. Effet sur le tourisme, donc l'hôtel, les activités, la restauration, tout ce qui est associé au tourisme, notamment dans la région PACA, est très important. Et ensuite, il y a des effets sanitaires. Des effets sanitaires que l'on peut décomposer en composantes marchandes, donc ce qui relève de tarifs, ce n'est pas vraiment des prix, mais c'est équivalent des tarifs associés aux tarifs hospitaliers, consultations, traitements, la valorisation d'un décès qui devrait être plutôt dans le non marchand, et la sphère non marchande, où les pertes de productivité associées dans ma petite animation remontée ici. Et, donc là, c'est quand vous êtes malade, vous ne pouvez pas travailler, donc il y a une perte de production potentiellement. Des aspects psychologiques, la douleur, désagréments, la gêne, les effets induits par les proches lorsque vous êtes malade et que les parents doivent garder leurs enfants ou que des proches viennent vous visiter à l'hôpital. Donc là, les économistes considèrent que ça constitue un coût. Donc maintenant que j'ai situé tout ceci, on va s'intéresser
dans la quatrième partie, avec un focus sur la santé mentale, mais pas que, et la révélation des consentements à payer pour réduire le risque d'inondation et en particulier les risques psychologiques associés par le jeu d'une enquête d'évaluation contingente, donc des préférences déclarées. Donc avant ça, je vais brosser un peu, poser les différents jalons, en commençant par reprendre un peu ce qui a été dit précédemment. C'est qu'est-ce qu'un risque catastrophique? C'est un risque de perte élevé et une faible probabilité d'occurrence. Donc, je me suis intéressé dans la suite aux inondations. Il se trouve que c'est parmi les 10 risques, les 10 désastres les plus coûteux évalués en 2018 depuis 1970 par l'Institut de réassurance suisse. Il y en avait 7 qui concernaient des ouragans, des inondations, 2 des tremblements de terre. Le dernier était les attaques terroristes du 11 septembre. Donc depuis, il y a eu la Libye, comme on l'a vu, et des tremblements de terre qui ont pu modifier le classement. Donc, en l'occurrence, la Libye, c'était aussi associé à une inondation. Donc, au point de vue chiffrage économique, le coût total mondial des catastrophes naturelles était de 275 milliards de dollars en 2022, selon le même institut. Donc, 45% étaient couverts par des assurances. Donc, les 55% ne sont pas couverts par des assurances, soit parce que ce sont des biens publics qui sont détruits et l'État est son propre assureur, donc, en tout cas en France, donc il n'y a pas de couverture, soit parce que ce sont des biens qui n'étaient pas assurables, notamment dans le domaine agricole ou des composantes non marchandes. Maintenant, quand on parle d'émotion, puisque je vais faire un focus là-dessus dans la dernière partie, donc si on suit la définition de Schachter, c'est une expérience positive ou négative qui est associée à une forme particulière d'activité physiologique. Donc il faut le distinguer d'autres composantes associées à la dimension personnelle. Donc elles sont brèves, c'est quelques secondes à quelques minutes. Donc on peut varier d'émotions en quelques secondes ou en quelques minutes. Elles consistent à un ensemble de réponses coordonnées qui peuvent comprendre des mécanismes verbaux, physiologiques, comportementaux et neuronaux. Donc il faut le distinguer des sentiments qui peuvent varier en quelques minutes à quelques heures, de l'humeur qui varie de quelques heures à quelques jours et de la personnalité qui peut évoluer en quelques années. Donc bon, ça c'est ma vision de ce que j'ai lu en tant qu'économiste, d'aspects psychologiques. Donc on a échangé dans le cadre de la réalisation de cette enquête sur les inondations avec des psychologues, mais il peut y avoir des nuances, mais globalement c'est ce qu'on a, des postulats desquels nous sommes partis. Donc en économie, il y a un modèle classique de décision lorsqu'on est face à des situations d'incertitude ou de risque, sur lequel on peut mettre des probabilités, qui est qu'on va essayer de déterminer tous les états possibles dans le futur, les probabilités associées à chacun de ces états et les pertes associées à chacun de ces états. Et ensuite, on va essayer de prendre la meilleure décision possible en pondérant chacun des états par les probabilités de survenue. Donc ce modèle d'utilité espérée existe depuis le milieu des années 40 et est encore largement utilisé, même s'il a été amélioré au fil du temps. Et on va voir que les émotions sont rentrées dans ce type de modèle relativement récemment. Donc, là je donne 2 exemples. Sunstein en 2002 pense que les émotions fortes comme la peur ou le regret, lorsqu'elles sont associées à un événement catastrophique, peuvent conduire à des décisions qui ne sont pas rationnelles si les probabilités d'occurrence sont négligeables. C'est ce qu'il appelle la probability neglect, c'est-à-dire que lorsque vous êtes face à une situation dans laquelle la probabilité de catastrophe est 1 sur 100 000, mais que la catastrophe est extrêmement effrayante. Lorsque vous allez prendre une décision maintenant pour vous couvrir contre cette catastrophe, vous allez plus vous focaliser sur le caractère effrayant de la catastrophe que sur la probabilité associée qui est 1 sur 100 000. Et donc vous allez distordre la probabilité en négligeant le fait que c'est 1 sur 100 000, mais dans votre tête, ça va devenir de 1 pour 10 000 ou 1 pour 1000, et vous allez prendre une décision qui peut ne pas paraître rationnelle d'un point de vue économique dans ce cas de l'utilité espérée, parce que vous allez déformer les probabilités. Et Viscusi, en 2009, a trouvé dans une enquête qui était postérieure aux événements du 11 septembre 2001 que la prévention des décès associés à des actions terroristes était évaluée par les personnes interrogées environ 2 fois plus que la prévention des décès associés à des catastrophes naturelles. Donc, pour une même probabilité de décès, les individus étaient prêts à payer 2 fois plus pour réduire cette probabilité de décéder lorsqu'elle résultait d'un risque terroriste que lorsqu'elle résultait d'une catastrophe naturelle. Et il associait ceci au fait que, dans l'esprit des Américains interrogés à l'époque, les catastrophes du 11 septembre étaient encore très vivaces et donc entraînaient une réaction de peur et de survalorisation du consentement à payer pour s'y soustraire. Donc là, je vais aller directement à ce point-là.
Slovic, en 2004, a introduit quelque chose qui est très intéressant, qui recoupe ce qui a été présenté juste précédemment. C'est qu'il a considéré que dans le système de décision, il y avait une partie qui reposait sur une analyse faite par le cortex cérébral, qui repose sur les capacités de calcul, de logique. C'est quelque chose de type cognitif et lent, et donc on prend son temps pour analyser rationnellement la situation et prendre une décision. Et ensuite, il y a dans le même temps une évaluation beaucoup plus rapide et intuitive de type émotionnel qui repose sur les émotions générées par l'amygdale dans le cerveau, ce qu'il appelle risk as feeling. Donc on voit ici le cortex qui fait la partie calculatoire de la chose. Et ensuite, ici, dans le lobe temporal, ce qu'on appelle parfois le cerveau reptilien, à l'extrémité de l'hippocampe, l'amygdale, qui est le siège des émotions, et en particulier de la peur. Donc l'exemple typique que l'on peut donner, qui est ultra classique, et vous le connaissez sans doute, c'est que vous êtes dans la savane, et vous êtes face à un lion qui se trouve à 25 mètres. Et vous avez un arbre à 10 mètres, et donc le cerveau, la partie cortex, va dire... Le lion court à 50 à l'heure, je cours à 20 à l'heure, il est à 25 mètres, il va mettre tant de temps pour m'atteindre. Moi, je vais mettre tant de temps pour atteindre l'arbre, je vais mettre tant de temps à grimper, est-ce qu'il va me rattraper avant? Ou est-ce que je fais face et je crie face à lui en courant vers lui pour lui faire peur? Ou est-ce que je me couche au sol? Donc ça, c'est la partie purement rationnelle qui va faire cette analyse, mais ça prend beaucoup de temps. Et vous n'avez pas de temps. Et donc ce qui se passe, c'est que très généralement, et la plupart du temps, votre cerveau, c'est la partie vraiment amygdale, qui va décider pour vous, et vous allez vous mettre à courir vers l'arbre sans même avoir conscience, dans les premières secondes, que vous courez vers l'arbre. C'est-à-dire que la décision va être complètement court-circuitée, votre décision va court-circuiter la partie cortex et va entraîner une réaction purement fondée sur les émotions. Donc là, j'avais prévu toute une construction des 8 façons que nous avons trouvées avec mes collègues, donc Jean-Christophe Vergniaud de Paris 1, Garcia Cichinski de Columbia et Stéphanie Luc Jensen du Danemark, de formaliser la façon dont les émotions peuvent entrer dans le processus décisionnaire. Donc, dans le modèle de base, les émotions sont un output de la réflexion. Vous avez des probabilités objectives ou subjectives, vous anticipez des situations, vous faites votre tâche de réflexion pour prendre une décision, vous prenez votre décision et ensuite, ici, vous observez si l'événement que vous craignez s'est passé ou pas. Et donc ici, vous avez des émotions immédiates au moment où vous réfléchissez, donc vous devez prendre la décision de vous couvrir contre le risque catastrophique d'une inondation. Vous réfléchissez à ça et vous avez des émotions qui sont générées en disant « Ah oui, quand même, au moment où je prends ma décision, ça me gêne un peu de penser à ça. » Ça ne rentre pas dans le modèle, c'est absolument pas considéré, c'est un effet secondaire de la tâche cognitive. Et à partir des années 80, en particulier avec Kahneman et Tversky, on a considéré que les émotions pouvaient participer à la prise de décision, elles entraient dans la décision. Donc là, au total, on a trouvé 8 canaux, je vais en présenter que 2, enfin les autres vont passer vite fait. C'est qu'au moment où vous réfléchissez, ici pour prendre votre décision, vous vous projetez dans l'avenir, dans la situation de d'inondation, et vous vous dites aujourd'hui, qu'est-ce que je suis susceptible de ressentir à l'avenir si je suis confronté aux inondations? Est-ce que j'aurai peur? Est-ce que je serai dans le déni? Est-ce que je saurai prendre les bonnes décisions? Est-ce que j'aurai le sentiment de contrôle? Et donc, lorsque vous prenez votre décision, vous intégrez les émotions que vous êtes susceptible de ressentir à l'avenir dans votre propre modèle de décision, et cela affecte votre décision au tenté. Donc ici, il y a le système dual introduit par Slovic, dans lequel il y a une interaction entre les émotions que vous ressentez et votre processus de cortex cérébral qui fait l'analyse, et donc les deux interagissent. Je ne vais pas détailler, les slides s'ils seront disponibles, je vais plutôt aller directement à une chose que l'on testera dans l'enquête, qui est ici. Il y a aussi le fait que vous ayez pu subir dans le passé une inondation. Et donc, vous avez ressenti des émotions à ce moment-là. Et lorsque vous allez décider aujourd'hui, si vous vous couvrez, ou si vous habitez dans une zone inondable, si vous vous protégez par une assurance, par la contribution à des ouvrages collectifs de réduction du risque d'inondation, des digues, des évacuations suffisantes, vous allez ressentir des émotions à la fois sur la projection, mais aussi ça va vous rappeler les émotions passées que vous avez ressenties lorsque vous avez subi l'inondation, et cela va affecter votre décision ici, c'est le D,
Les émotions qu'un individu a ressenties dans le passé lorsqu'il a vécu une inondation affectent son évaluation des probabilités et des conséquences. Donc ça va à la fois déformer les probabilités. Donc si vous savez que c'est une crue centennale, dans votre tête, la zone où vous allez habiter, vous savez la hauteur d'eau associée à une crue centennale, mais dans votre tête, vous vous dites, mais bon, ça ne sera peut-être pas centennale, ça sera peut-être décennale. Et donc vous déformez les probabilités en décidant et vous déformez aussi les conséquences parce que les émotions et le souvenir des émotions que vous avez ressenties et ce que vous ressentez au moment de la décision vont interagir. Et donc ça, on pourra le prendre en compte dans l'enquête inondation que je vais présenter par la suite. Ensuite, il y a la résilience émotionnelle, le renforcement des comportements de prévention, l'effet du stress direct et enfin les erreurs d'anticipation passée des émotions ressenties. Donc là, vous avez le tableau complet. Il faudrait beaucoup plus de temps pour le présenter. Donc je vais juste me concentrer sur le A et le D, c'est-à-dire l'impact des émotions passées sur la décision pour me protéger du risque d'inondation et l'impact des émotions que je pense ressentir si je suis inondé sur ma décision. Donc ici, on passe à la partie enquête. Donc c'est une enquête qui a été effectuée sur 600 individus de la région sud. C'est un peu vieux, hein, en mai-juin 2012, dans 4 municipalités, donc 150 répondants dans chacune des municipalités. Miramas, qui est une commune de l'ouest des Bouches-du-Rhône, 25 000 habitants, jamais inondée et absolument pas à risque d'inondation. Berlétan, qui est une commune sur l'étang de Berre, comme son nom l'indique, à environ 14 000 habitants, alors jamais inondée. Alors un jour, je présentais ça, on m'a dit « Oh, mais en 80, il y avait une inondation ». Bon, il n'y a jamais eu de décès associé, mais l'ensemble de la commune est intégralement à risque d'inondation, de submersion par la rupture du barrage de Bimont, donc dans la vallée de l'Arc. Vaison-la-Romaine, donc on l'a vu précédemment, 6200 habitants, inondés en septembre 92, donc 34 décès sur la commune. Et enfin Draguignan, un peu plus de 36 000 habitants, inondés le 15 juin 2010 avec 15 décès sur la commune et 28 pour l'ensemble de l'épisode. Donc ce qui est intéressant ici, c'est qu'on avait une gradation dans l'exposition, absolument aucune exposition totale, mais le risque n'est pas arrivé. Exposition et risque qui arrivait 20 ans avant l'enquête, et ici, risque qui arrivait 2 ans avant l'enquête. Donc il fallait que les individus résident sur la zone et soient âgés de plus de 18 ans et résident sur la zone pour Vaison-la-Romaine et Draguignan. Donc là, au point de vue statistique, forcément, les individus de Vaison-la-Romaine auront au minimum 36 ans, donc il y a un petit décalage dans l'âge. Ici, on voit les 4 communes, donc Miramas, ici, Berlétan, ici, Draguignan et Vaison-la-Romaine. On a connecté un certain nombre de variables classiques en termes sociaux, variables socio-économiques, âge, revenu, patrimoine, composition de la famille, etc. Et ensuite, on avait des variables qui étaient spécifiques à l'enquête que l'on a menée. Donc, mesure du sentiment de contrôle, les traits de personnalité, donc c'est les Big Five Inventory, il y en a 5, mais comme c'était trop long à passer, on n'en a posé que 2, donc je sais que c'est discutable parce qu'on n'a pas... On ne capture pas l'intégralité des composantes, mais c'était 2 qui nous semblaient importants pour expliquer les comportements. D'une part, le névrotisme, qui est la capacité à être affecté par des émotions négatives, et d'autre part, la conscienciosité, qui est la capacité à être prudent et vigilant dans ses décisions. On avait des mesures de l'aversion au risque dans la vie de tous les jours, des préférences en matière de risque et de temps. Donc, ce sont des petites loteries pour ceux qui connaissent, où on vous demande si vous préférez, pour caricaturer, 100 € tout de suite, ou 105 € dans un an, ou 110 € dans un an, ou 115 €, etc. Une évaluation subjective du niveau de bonheur et de chance dans la vie de tous les jours, parce qu'on pensait que le fait de se savoir chanceux ou très malchanceux pouvait entraîner une déformation des probabilités objectives. On dit vous avez une chance sur 1000 de gagner, il y a certains qui vont dire ah ben moi j'ai beaucoup de chance, ce sera peut-être une chance sur 200, et d'autres qui disent ah ben moi j'ai jamais de chance, ce sera une chance sur 10 000. Et enfin une mesure du syndrome de stress post-traumatique, donc c'est l'échelle en 17 items, 17 questions, et pour lequel le seuil est à 44 pour ceux qui sont intéressés. Ensuite, on avait une anticipation des risques. On demandait aux individus qui résidaient donc dans chacune des communes leur probabilité subjective d'inondation dans l'année, dans les 10 ans et dans les 100 ans. Les émotions qu'ils comptaient anticiper en cas de future inondation. Donc il y avait 10 émotions: colère, angoisse ou peur, calme, état de choc, déni de réalité, fatalisme, perte de contrôle, surprise, impuissance, détresse d'avoir tout perdu. Et enfin les vécus pour les personnes qui avaient été inondées. Alors il s'est trouvé que quelques personnes qui habitaient les communes de Miramas ou Berlétan avaient subi des inondations ailleurs, dans d'autres lieux dans le passé. Donc toutes les personnes qui étaient inondées, donc un peu plus de 300, ont répondu à un score de sévérité déclaré d'exposition en cas d'inondation. Donc 24 questions. Est-ce qu'ils ont vu des animaux morts? Est-ce qu'ils ont perdu des animaux, des membres de la famille? Est-ce qu'ils ont été blessés, évacués, etc. Est-ce qu'ils ont vu l'eau monter, etc., etc.
Donc, il te reste 10 minutes. Ouais, bon, ça devrait aller. Donc là, ensuite, on est passé à la phase évaluation contingente. C'est-à-dire qu'on a mis les individus on leur a proposé 2 scénarios aux individus. Ils ont tous répondu aux 2 scénarios. Donc l'ordre était aléatoire. Une fois sur 2, ils commençaient par assurance, une fois sur 2 pour protection. Et on leur disait, voilà, quel est votre consentement à payer annuel pour participer à une caisse de gestion inondation hypothétique qui vous permettrait d'être protégé contre les inondations, soit par une assurance. Donc ici, c'est un scénario qu'on a appelé individuel. Donc là, on supprime uniquement les conséquences monétaires de l'inondation. Vous allez être inondé, mais vous allez être compensé pour les pertes associées à vos biens, à l'habitation et les atteintes physiques. Et un scénario de travaux de protection, donc un scénario collectif, dans lequel ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on supprime le risque d'inondation. Donc en plus des effets monétaires pour la famille, on a les effets psychologiques qui sont évités, et on a les effets d'une inondation pour autrui, parce qu'on contribue à construire un bien collectif de protection contre les inondations. Et donc, il y a une part de ce consentement à payer qui relève d'un comportement altruiste. Et donc, première étape, on a pratiquement 600 individus, c'est que dans ce type d'enquête, il y a des individus qui vont refuser de répondre ou qui vont répondre 0, non pas parce qu'ils n'ont pas d'argent, donc ça c'est une raison complètement valable, contrainte budgétaire, non pas parce qu'ils ne sont pas du tout intéressés par le sujet, là encore c'est une raison valable, mon utilité associée à la protection est nulle, donc je ne vais pas payer pour, mais par le seul fait qu'ils sont contre l'enquête ou qu'ils considèrent que ce n'est pas à eux de payer. Donc pour les 2 scénarios, on a identifié ces individus par des questions de débriefing. Donc il faudrait être sûr que tout le monde paie, qui devrait être d'ailleurs travaux. Il faudrait être sûr que la caisse de gestion inondation m'indemnise réellement, qui est assurance. Ce n'est pas à moi de payer et je ne veux pas payer davantage. Donc ce n'est pas à moi de payer, typiquement. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas prêt à payer quelque chose, mais je considère que je suis contre. On m'interroge, ce n'est pas à moi de payer. J'ai un consentement à payer, mais je ne vais pas vous le donner. Donc une fois qu'on enlève ces individus, et qu'on s'intéresse au consentement à payer valide pour assurance et pour travaux. Donc on a 43% de réponses de protestation pour assurance, 44% pour travaux, c'est relativement classique. On a eu 104 individus qui ont donné un consentement à payer nul, un vrai consentement à payer nul, c'est-à-dire soit ils n'avaient pas assez d'argent, soit ils considéraient que le risque d'inondation n'était pas important pour eux, et donc ils l'ont payé 0. 237 positifs, donc la moyenne de ces 341 observations, ça fait 100 € par an en moyenne. Pour les travaux, il y avait 93 consentements à payer nuls, 242 strictement positifs, avec une moyenne de 93,5 €. Donc là, vous avez une vision d'un histogramme de distribution des consentements à payer annuels. Donc là, les zéros et puis les autres valeurs qui se répartissent. Et ce qu'on a observé ici, je ne sais pas s'il y a un petit pointeur, oui, c'est que quel que soit le scénario, travaux ou assurance, le consentement à payer moyen des habitants de Berlétan était non significativement différent de ceux de Draguignan, qui avaient été inondés récemment, était supérieur au consentement à payer de Miramas, ce qui est logique, parce que Miramas n'est pas du tout à risque, et par contre était supérieur au consentement à payer de Vaison-la-Romaine. Donc ça nous a un peu plus interrogés, donc je donnerai des éléments plus tard. Bon, je vais donner tout de suite, finalement si je n'ai pas le temps. D'une part, on s'est dit que les personnes qui avaient été le plus exposées lors de l'inondation de Vaison-la-Romaine et qui n'avaient pas supporté l'inondation avaient quitté la commune. Donc, quand on a interrogé des personnes qui devaient résider sur la commune au moment de l'inondation, elles n'y étaient plus. D'autre part, les personnes... Donc là, on n'a pas pu avoir cette réponse dans l'enquête, mais par contre, la deuxième explication, on a pu l'avoir dans l'enquête, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes qui nous ont dit « j'étais là, j'ai été touché, j'ai vu, j'ai survécu, donc je peux le revivre ». Donc une espèce de comportement, je ne sais pas si on peut appeler ça de la résilience, mais de capacité à penser qu'on serait capable de gérer ce qui s'est passé. Donc ensuite, ici, je m'intéresse uniquement aux répondants qui ont donné un consentement à payer strictement positif aux 2 scénarios. On leur a demandé pourquoi vous avez accepté de payer. Ils avaient un certain nombre de raisons, une raison ouverte, mais ils n'ont pratiquement pas utilisé, et ils pouvaient donner plusieurs raisons. Donc, pour le scénario travaux, l'altruisme arrive en premier avec plus de 92% des réponses. Les atteintes aux biens, donc protection, puisque ces scénarios travaux, ils n'allaient pas du tout avoir d'atteinte aux biens,
ici 88, atteinte à l'habitation, atteinte physique, et les atteintes psychologiques, ici, c'est quand même non négligeable. Il y a 72% des individus qui ont évoqué le fait qu'ils avaient pensé aux aspects psychologiques d'une inondation lorsqu'ils avaient donné leur consentement à payer. Donc en orange, on a pour l'assurance. Donc ici, c'est plus de la protection, c'est de la compensation, parce que les individus vont être inondés, mais ils vont être compensés. Donc là, on voit à peu près le même schéma en termes de décroissance des proportions. Maintenant, juste ici, à titre d'illustration, pour ces mêmes individus qui ont donné un consentement à payer strictement positif pour les deux scénarios, il y en a 18% qui ont donné un consentement à payer supérieur pour assurance que pour travaux, 13% l'inverse, et 187, donc 68% et quelques, ont donné le même consentement à payer. Donc maintenant, on passe au niveau individuel et on cherche à rechercher quels sont les déterminants des consentements à payer. Donc ce sont des modèles économétriques, pour ceux qui connaissent les modèles de Ekman, donc il y a une équation de sélection, je décide de participer financièrement ou non, et deuxième équation, le niveau de participation. Donc, quelles sont les variables qui expliquent un consentement à payer supérieur? Donc le revenu, ce qui est classique, le patrimoine aussi, plus vous avez à perdre, plus vous êtes prêt à protéger. La quantité d'informations et le fait d'avoir cherché des informations sur les risques d'inondation. La probabilité subjective d'une inondation future, le bien-être subjectif et être sujet au stress post-traumatique et la conscienciosité. Donc quand ces variables augmentent, le consentement à payer augmente. C'est-à-dire que dans vos individus, parmi eux, ceux-ci, plus ces variables sont importantes, plus le consentement à payer augmente. Maintenant, les variables qui diminuent le consentement à payer, donc il y a la préférence pour le présent, bon, on peut comprendre l'impatience, je m'en fous un peu de l'avenir, moi ce que je veux c'est vivre maintenant. Avoir déjà été victime d'une inondation dans le passé, donc là il y a les deux raisons que j'ai évoquées précédemment pour Vaison-la-Romaine, et il y a possiblement un doute des répondants sur l'efficacité de l'atténuation des risques de la mesure de protection proposée. Et les préférences dans les pertes, bon, ça c'était un peu bizarre, mais on considère que les petites loteries qu'on leur a fait jouer et la réalité, peut-être que les réponses des individus ne sont pas les mêmes lorsqu'ils sont face à des loteries hypothétiques, lorsqu'ils sont face à des décisions réelles. Et enfin, on a été surpris de trouver que vivre dans une maison ou vivre en rez-de-chaussée n'avait pas d'effet sur le consentement à payer pour se protéger, et pas d'effet de l'âge. Donc là, ça s'expliquait, parce que comme c'était un scénario au niveau du ménage, donc ça comprenait tous les âges des habitants du foyer, donc les parents, les enfants, etc. Donc en conclusion, on trouvait que les variables socio-démographiques semblent moins importantes que les variables caractérisant les préférences et les variables psychologiques, par exemple le sexe, le niveau d'éducation, n'ont pas d'effet, et qu'il existe une hétérogénéité inobservée importante entre les individus, c'est-à-dire qu'il y a des éléments qui pourraient expliquer ces consentements à payer, mais que l'on n'a pas mis en évidence pour l'instant. Et c'est là où on fait rentrer les émotions face au risque de vécu. Donc les deux effets, l'effet A et l'effet D évoqués précédemment. Donc rôle des émotions anticipées. Est-ce que les émotions négatives anticipées augmentent la couverture face au risque d'inondation? Donc nous, nous n'avons pas trouvé d'effet sur le refus de contribuer, donc les protestes, ou sur le niveau de consentement à payer. Et maintenant, le rôle du vécu, donc la référence était ici Berlétan. Est-ce que l'expérience de vécu d'inondation conduit à se couvrir face au risque d'inondation? Donc pour les habitants de Vaison-la-Romaine, on a trouvé qu'ils déclaraient des probabilités subjectives de risque d'inondation significativement inférieures. Donc ça, on pense que c'est parce qu'ils pensent qu'ayant été très fortement inondés en 92, maintenant, des mesures ont été prises, soit en termes d'interdire des zones de résidence dans les zones inondables, soit en termes de protection, et qui sont moins potentiellement sujets aux risques d'inondation. Donc leur perception subjective des probabilités d'inondation sont plus faibles. On a trouvé que pour Vaison-la-Romaine et pour Draguignan, donc les deux communes inondées, il y avait un refus de contribuer qui était significativement plus grand. Et par contre, que conditionnellement au fait d'accepter de contribuer, les habitants de Vaison-la-Romaine payent significativement plus. Et enfin, pour Vaison-la-Romaine et Draguignan, on a trouvé que les probabilités subjectives et les refus de payer pour le scénario travaux croissaient avec la sévérité du vécu de l'inondation, donc le score de sévérité, mais ça n'avait pas d'effet sur le niveau du consentement à payer. Donc ça déclenchait la volonté de se couvrir, mais pas forcément le niveau de couverture. Il reste 1 minute. Ben voilà. Donc en guise de conclusion, donc la méthode d'évaluation contingente, donc fondée sur les préférences déclarées, permet de prendre en compte la dimension non marchande associée aux inondations, comme le permettraient les méthodes de préférence révélées par les marchés indirects. Mais là,
Le problème, c'est que vous ne pouvez pas vraiment construire le scénario comme vous le voulez. L'avantage de l'évaluation contingente et des préférences déclarées, c'est que vous proposez un scénario que vous contrôlez parfaitement et vous mettez les individus dans cette situation. Ensuite, nous avons trouvé que les émotions passées ou anticipées semblaient affecter la décision en incertitude, mais que la nature de cet effet était complexe, donc ça demande des recherches futures et ce qu'on est en train de mener. Enfin, bon, on a toujours 50 millions de choses à faire, donc l'enquête a 10 ans. On n'a pas complètement exploité toutes les dimensions, mais on y travaille. Donc on va essayer d'estimer les différentes composantes du consentement à payer de façon indépendante, c'est-à-dire identifier la part de l'altruisme, identifier la part des effets psychologiques et identifier la part des effets liés à une couverture pour les aspects monétaires. On va comparer les classements entre scénarios à partir des consentements à payer. Donc, j'ai monté brièvement la proportion de cas où il y avait égalité entre les consentements à payer, supérieur, inférieur. Mais on avait aussi des questions en disant quel scénario préférez-vous avec une échelle ordinale, avec un curseur de -5 à +5 qui montrait l'intensité de préférence pour chacun des scénarios. Et enfin, on va essayer d'exploiter cette enquête conjointement avec des enquêtes que des collègues de l'IRSTE à Montpellier ont menées sur la population inondée dans l'Aude et dans le Var. Donc on aura Var, Aude, Bouches-du-Rhône et puis un peu de Vaucluse. Et on va rechercher les déterminants des comportements de protection et des consentements à payer. Et eux aussi ont utilisé les scénarios protection individuelle, assurance et protection via des travaux collectifs. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention.